Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'émission. Nous sommes avec Éric Revel, journaliste. Bonsoir Éric. Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie Demureux. Israël retient donc son souffle et se prépare au retour des otages retenus dans la bande de Gaza qui devrait intervenir, on l'espère, demain matin, juste avant un sommet international sur l'avenir du territoire palestinien qui se réunira en Égypte autour de Donald Trump. Bonsoir Jean-David Ishaï. Bonsoir, président du collectif Tous 7 octobre. On a voulu vous inviter puisque évidemment demain ces otages sont attendus en Israël. Alors le Hamas et ses alliés ont terminé les préparatifs en vue de la libération des otages vivants, une vingtaine. Mais le mouvement terroriste continue d'exiger la libération des chefs palestiniens par Israël dans le cadre de l'échange. C'est ce qu'on a appris ce soir. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? On imagine peut-être entre espoir et prudence ce soir ? Exactement, il y a une sorte d'euphorie depuis quelques jours, et depuis l'annonce de la signature officielle, ou en tout cas de l'acceptation officielle par le Hamas de ce plan. Il y a aussi évidemment des craintes, puisque ça reste un mouvement terroriste, qu'il peut y avoir des soubresauts jusqu'à la dernière minute, de nouvelles demandes. Donc voilà, effectivement, entre l'espoir, la crainte de ne pas retrouver tous les otages présumés vivants, réellement vivants, des informations contradictoires à ce sujet, notamment aujourd'hui sur le nombre d'otages vivants qui allaient sortir. Donc voilà, effectivement, beaucoup de sentiments mêlés et surtout beaucoup d'attentes, puisque finalement, on va aller au bout du bout des 72 heures qui avaient été fixées entre l'acceptation du deal et le délai qui avait été laissé par Donald Trump, les 72 heures dans ce fameux plan. Donc voilà, on est dans l'attente. La prudence, vous l'avez dit, et évidemment, on comprend pourquoi. Néanmoins, on n'a jamais été aussi proche tout de même d'une issue heureuse, en tout cas pour, je le disais, une vingtaine d'otages. Alors, ce qui est très inquiétant, c'est que certains otages, manifestement, ne sont pas localisables. Est-ce que vous avez des informations ? Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les otages vivants vont être libérés d'un seul coup, normalement cette nuit, d'ici demain matin. Ils sont répartis en 3 groupes qui seront libérés en même temps. Concernant les 28 dépouilles qui seraient aujourd'hui à Gaza, ça semble plus compliqué. Le Hamas dit qu'il a besoin de temps pour les retrouver. On parle d'une force internationale qui serait mise en place dans Gaza pour aider à restituer ces corps. Donc c'est déchirant pour ces familles qui attendent et qui savent aussi que la pression internationale va retomber, que toute la ferveur qu'il peut y avoir place des otages tous les samedis soirs pour la libération des otages, quand il ne restera que des dépouilles, ça va plus être la même chose. Donc voilà, il faut soutenir aussi ces familles-là. Alors, comment vont se dérouler ces libérations ? On a en souvenir, en mémoire, ces terribles scènes macabres. On espère évidemment que ça ne sera pas le cas demain, puisque c'est dans le cadre d'un accord. Tout à fait, ça a été dit dans l'accord. Normalement, il ne devrait pas y avoir ce type de scène terrible qu'on a pu voir. Donc on ne sait pas exactement dans quelles conditions. Ce que je sais, c'est que sur la place des otages, nommée place des otages depuis le 7 octobre, où se réunissent toutes les familles chaque semaine et quasiment tous les soirs, dès minuit, il va y avoir un grand rassemblement, un sit-in où les gens vont venir se rassembler, où ça va être diffusé. On va diffuser les images des libérations. Donc on estime qu'il y aura certainement peut-être des images des camions de la Croix-Rouge, par exemple, qui traverseront Gaza pour aller à la frontière et jusqu'à la libération, donc avant l'aube. Normalement, puisqu'il devrait être libéré avant l'arrivée de Donald Trump demain matin en Israël. Est-ce que les familles concernées sont déjà au courant ? Elles sont au courant. Alors, on espère, puisque cette liste de 20 otages a été quand même diffusée en Israël plus ou moins officiellement, donc les familles de ces 20-là sont dans l'attente et espèrent que leurs proches vont revenir vivants. On a appris aussi aujourd'hui par des médias arabes que les otages eux-mêmes auraient été informés par le Hamas de leur libération prochaine. Donc voilà, on se met un petit peu à leur place et on imagine l'espoir qui prend ces familles et également ces otages qui vont être libérés dans les prochaines heures. Alors cet accord, il prévoit la libération de 2000 environ Palestiniens, prisonniers palestiniens, dont 250 à perpétuité. Évidemment, ça peut sembler asymétrique. Comment le vit la population en Israël, ça ? Je pense que Israël, vous savez, c'est une démocratie, chacun a ses idées et tout le monde n'est pas forcément aligné. Les familles d'otages, évidemment, pour elles, c'est un moindre mal et pour une grande partie aussi du pays, c'est malheureusement le prix à payer suite à l'échec du 7 octobre. On est toujours le 7 octobre et l'échec du 7 octobre fait que on est obligé de payer un prix très élevé pour le retour de ces otages. Évidemment, il y a aussi une partie du pays qui pense que c'est un prix trop élevé et qu'on met en péril la sécurité du pays.
Nous, aujourd'hui, on peut simplement se réjouir, en tout cas, de cette libération. On espère que les modalités du plan de Trump en 20 points qui, normalement, vont jusqu'à... justement, ce sont des conditions de sécurité qui sont promises à la fois à Israël et à la fois à la population gazaoui. Et donc, on espère que ça va permettre de ne pas retrouver ces prisonniers libérés commettre de nouveaux attentats dans les prochaines années. Oui, comme ça a été le cas par le passé. On se souvient de Sinoir, notamment Alexandre Malafaille. Oui, chacun des otages qui a été libéré, on le sait, a vécu un véritable calvaire. Il y en a un d'ailleurs qui s'en est pas remis, qui s'est suicidé ces dernières heures. Qu'avez-vous comme information sur les autres otages? Comment est-ce qu'ils se remettent? Alors c'est un rescapé de Nova qui s'est suicidé effectivement ce week-end, dont la petite amie avait été tuée, la mère qui s'est suicidée également quelques jours après, donc c'est vraiment terrible, ces personnes qui ont survécu aussi au massacre du 7 octobre, qui ont vu parfois des choses terribles. Sur les otages, se sont abandonnées, ces familles, justement, pour certaines d'entre elles. Bien sûr, alors en plus, pour les personnes de Nova, il y a vraiment tout un écosystème, entre guillemets, qui s'est mis en place autour d'elles, avec une fondation qui les prend en charge, qui les soutient, avec beaucoup de fraternité pour tous ces rescapés de Nova, la tribu de Nova, comme il s'appelle eux-mêmes. Mais voilà, ça reste des choses terribles à supporter, quelle que soit l'aide qu'on peut avoir. Concernant les otages, pareil, il y a de tout. Voilà, il y a beaucoup d'otages qui ont été libérés maintenant depuis novembre 2023, les premières phases de libération. Certaines ont beaucoup de mal à revenir dans leur vie quotidienne. D'autres ont décidé de profiter de la vie au maximum, de faire tout ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire avant et de profiter. Voilà, il y a vraiment de tout. Justement, sur ce sujet, Alexandre Malafaille, dont vous parlez des suicides, qui est assez tabou, je voudrais vous faire écouter le docteur Avital de l'association Safe Earth, qui aide psychologiquement les survivants du festival de Nova dont vous parliez, puisque une mère de victime du festival Nova s'est suicidée, en effet, aujourd'hui. Écoutez. Bien sûr que c'est très dur. Nous sommes tous secoués et tristes. Mais nous sommes aussi inquiets pour les autres survivants. Le suicide, c'est quelque chose dont ont peur tous les thérapeutes et toutes les victimes. Ce sont des pensées qu'ont souvent les survivants atteints de stress post-traumatique. Vous savez, leur vie est devenue tellement dure depuis le 7 octobre. Certains d'entre eux pensent que leur vie ne pourra plus changer et ont donc des idées suicidaires. Donc les gens sont tristes mais aussi anxieux et effrayés. Éric Revel, c'est vrai qu'on imagine peut-être peu, d'ailleurs on ne peut pas imaginer cette population, le traumatisme qu'elle a subi 2 ans après. Mais vous savez, le pogrom du 7 octobre a été une horreur absolue. Pour ceux qui ont vu les images, par exemple, de ce qui s'est passé lors du festival de Nova et la façon dont ces terroristes tuaient comme des animaux ces jeunes qui étaient venus pour un festival de paix, courir, affolés, essayant de sauver leur vie. Pour ceux qui ont vu ces images, dont je fais partie, on est déjà choqués à vie. Donc, imaginez si vous l'aviez vécu dans votre chair, dans votre sang, c'est-à-dire vos enfants abattus comme des animaux lors d'un safari ou comme des chiens dans la rue, c'est inimaginable et on peut tout à fait comprendre ce choc post-traumatique qui est d'une violence absolument inouïe. Je le dis avec un peu d'émotion parce que je pense qu'on a mis un peu sous le tapis ces effets, j'allais dire secondaires ou tertiaires de ce massacre, de ce pogrom du 7 octobre. Et ces familles qui aujourd'hui essaient de survivre, pour un certain nombre d'entre elles, de leurs membres, ne peuvent pas survivre et donc se donnent la mort. Il faut en parler. Et oui, parce que c'est vrai que la guerre de la communication a été remportée. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, Jean-David Ishaï, mais par le Hamas, on a beaucoup plus parlé de la guerre à Gaza ces derniers mois que de cette souffrance et de ce massacre du 7 octobre dont les médias ne font plus vraiment état dans leur globalité. Oui, il y a une sorte d'effacement des crimes du 7 octobre contre lesquels on lutte. Il y a aussi le fait qu'il y avait la cause des otages qui était aussi une urgence humanitaire et absolue et dont il fallait parler en priorité parce qu'on avait le pouvoir potentiellement de changer les choses en influençant nos dirigeants, en faisant pression sur les pays alliés, enfin en tout cas soutien du Hamas, le Qatar, l'Égypte, etc. La France parle un peu à tout le monde, donc on pensait qu'il y avait vraiment un rôle à jouer là-dessus, donc on a vraiment focalisé sur les otages. Là, on va peut-être tourner la page des otages d'ici demain,
On espère peut-être qu'effectivement on entrera dans une phase où on pourra aussi, alors déjà les familles de ces otages décédés vont pouvoir commencer leur deuil, vont pouvoir tourner la page, et aussi on pourra revenir sur la mémoire de ces victimes du 7 octobre. Et effectivement, ces personnes qui ont survécu, il y a aussi une énorme culpabilité d'avoir survécu, parfois en sentant le sang des victimes s'écouler le long de leurs jambes pendant des heures lorsqu'ils étaient cachés et ne pouvant rien faire pour sauver ses proches parfois qui étaient à côté d'eux. Donc voilà, il y a effectivement la guerre qui a masqué évidemment cette terrible pogrom et ce premier jour, ce massacre. Et il y a aussi effectivement cette cause des otages de l'autre côté où on voulait vraiment mettre l'accent sur cette tragédie humanitaire sur laquelle on avait peut-être une prise et peut-être le pouvoir de faire quelque chose. Alors Donald Trump, oui, Alexandre. Oui, justement, par rapport aux otages, comment, avec le recul maintenant, comment est-ce que vous percevez l'évolution de la perception de la société française de la question des otages? Comment est-ce qu'elle a évolué depuis un peu plus de 2 ans maintenant? Je pense que malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de prise sur la société française sur ce sujet. Il y a eu des otages français au début. C'est vrai que ça a pu parler peut-être à une partie de la population française. Les derniers Français sont sortis au mois de février dernier. Ouadia Halimi, malheureusement, qui est revenu dans un cercueil. Ofer Calderon qui est rentré. Mais si on demande aux Français, je pense, ou si on demandait quelques jours avant leur libération s'ils connaissaient ces noms ou s'ils savaient de qui il s'agissait, je pense que la plupart ne savaient pas. Donc il y a ça, il y avait les enfants Bibas qui ont touché peut-être beaucoup de gens, puisqu'ils ont été kidnappés à l'âge de 9 mois et 4 ans. Voilà, pareil, au mois de février, leurs dépouilles ont été restituées. Je pense que depuis, il y a eu un désintérêt total pour les otages restants. Il reste une vingtaine d'otages, des hommes, plutôt jeunes pour la plupart. Donc voilà, il n'y a pas eu forcément une identification et une empathie vis-à-vis de ces otages-là. Et vous, personnellement, vous ressentez ça comment ? Nous, on le ressent. Alors, on communique énormément sur les réseaux sociaux, donc on voit un petit peu les messages qu'on reçoit. Il y a évidemment beaucoup de messages de soutien, mais il y a aussi évidemment des menaces et des insultes. Mais on le ressent aussi lorsqu'on organise des événements avec les gens qui se donc, mobiliser. Donc en fait, les victimes reçoivent des menaces et des insultes. Malheureusement, oui, c'est comme ça aujourd'hui. Et dans les événements qu'on organise, c'est vrai que c'était souvent beaucoup la communauté juive et toujours peut-être un peu les mêmes personnes qui se retrouvaient. Donc évidemment, ça a été élargi à d'autres que la communauté juive, mais pas assez à notre... Comment vous l'expliquez ça ? Vous l'avez dit, voilà, il y a eu une guerre aussi derrière le 7 octobre. Alors ça, avant même qu'elle démarre, le 8 octobre, il y avait déjà des gens dans la rue pour soutenir soi-disant les Palestiniens. Oui, et puis pour justifier en fait, le Hamas, aussi, on rappelle quand même que Daniel Obono a appelé le Hamas un mouvement de combattants. C'est pas de résistants, c'est pas la seule, effectivement. Donc cette guerre effectivement occultée le sort des otages. Ce qu'on nous répète à chaque fois qu'on parle de ces 20 otages, c'est et en face et les Palestiniens. Voilà, nous on essaye de pas opposer non plus les douleurs. On a voulu effectivement agir pour ces otages parce que encore une fois on pensait peut-être avoir une prise, notamment une influence politique éventuellement. Et après, on n'a pas forcément été très écoutés et très entendus par le gouvernement ou les différents gouvernements qui se sont succédés depuis et le président de la République qui n'était pas à la marche contre l'antisémitisme, qui va se rendre en Égypte demain. Oui, alors que personne n'a besoin de lui pour le plan de paix. Et la photo. Pas le sien. Il faut la photo. Voilà. Vous avez entendu Éric Revel, il y a d'autres sujets plus importants en France qui mériteraient que le président de la République... mais vous savez, il estime qu'il a apporté une forme de dynamisme, dynamique. Oui, bien sûr. Mais le président de la République est ailleurs et le Premier ministre est nulle part. Donc, si vous voulez, c'est un couple exécutif un peu fragile. Ça, justement, j'imagine qu'Israël n'a pas forcément envie d'avoir la présence d'Emmanuel Macron sur son sol. Je ne sais pas. Les Israéliens, ce qu'ils pensent, nous on est ici, on agit en France. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui... Mais en tout cas, en France, vous l'avez vécu comment, justement, cette séquence? Parce que la communauté juive en a quand même beaucoup voulu à Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Il y a eu des revirements qui ont été assez incompréhensibles. Et la communauté juive, je ne vais pas parler au nom de toute la communauté juive, mais une grande part de la communauté juive n'a pas compris, en tout cas, la position d'Emmanuel Macron. Effectivement, depuis la marche, également avec le fait qu'il ne dise pas à l'antenne que ce n'était pas un génocide. Il a laissé planer le doute en disant que les historiens feraient le travail. Ensuite, il a enlever la condition de la libération des otages pour reconnaître cet État palestinien. Donc il y a un certain nombre de phrases prononcées par le président qui ont marqué la communauté. Et à côté de ça, il a aussi rendu un hommage aux victimes françaises du pogrom. Donc voilà, c'est très ambigu, mais c'est clair que sur les derniers mois et sur la dernière séquence, il y a un vrai désamour de la communauté pour le président. Mais je rappelle quand même, et c'est une grande première dans les relations diplomatiques entre la France et Israël, que le président de la République actuel est privé de visa pour se rendre en Israël. Il a
il n'a pas la possibilité d'aller en Israël avec un visa, puisque la reconnaissance de l'État palestinien qu'il a mis en route en revenant sur les propres critères qu'il avait installés pour reconnaître cet État palestinien, je le rappelle, c'était la libération des otages notamment. Donc il a reconnu l'État palestinien en revenant sur ses propres règles. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'a pas de visa pour aller en Israël. Donc je n'ose pas imaginer ce qui pourrait se passer si l'envie venait à l'avion présidentiel de se poser à Tel Aviv. Il va faire comme Rima Hassan, il va être renvoyé. Qu'il soit refoulé, voilà. Enfin, je pense qu'on n'ira pas jusque-là, mais c'était ça. En mois de septembre, il n'avait pas de visa pour aller en Israël. C'est du jamais vu, hein. Pour rebondir sur ce que dit Eric Revel, ce qui est terrible en fait, au-delà du fait qu'il ne peut pas aller en Israël, c'est qu'en fait la communauté juive aujourd'hui, pour une grande partie, ne se sent pas protégée par le chef de l'État. Il n'y a pas cette espèce de garantie implicite ou exprimée que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, voilà, le chef de l'État n'a aucun doute. La communauté juive de France et puis les juifs en général, voilà, c'est notre famille, on les protège. Il ne le dit pas, ce n'est pas clair. Et ça, je trouve qu'en effet, c'est une faute vraiment grave, fondamentale pour quelqu'un qui est censé être le président de tous les Français et à qui il doit gérer protection. C'est son job. Jean-David Ishaï. Oui, effectivement. Je pense que c'est surtout en termes de communication qu'il y a évidemment un manque et il y a eu un besoin à un moment de la communauté juive de sentir que au plus haut sommet de l'État, on faisait attention aux chiffres de l'antisémitisme qui n'ont fait que progresser. Après, sur le terrain, évidemment que les préfets font leur travail, que les policiers font leur travail. Et je pense que la communauté juive a conscience aussi qu'elle est protégée par l'État. C'est pas le gouvernement, c'est pas l'exécutif, mais l'État protège les juifs. Après, il y a les juifs qui habitent à Bagnolet qui vont pas se sentir protégés comme les juifs qui habitent à Neuilly-sur-Seine. Donc, c'est toujours pareil. Il y a effectivement une crainte. Nous, notre message, c'est que... l'agression d'un rabbin à Neuilly-sur-Seine. Oui, c'est vrai, non, bien sûr. C'est sûr, mais voilà, les juifs ne vivent pas en tout cas aujourd'hui l'antisémitisme tous de la même manière, évidemment. Et puis nous, ce qu'on pense et ce qu'on veut aussi exprimer, c'est que l'antisémitisme n'est pas que le problème des juifs. C'est pas seulement les juifs qui se sentent pas aujourd'hui écoutés ou qui ont peur ou qui craignent pour leur vie ou qui ont peur de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est le problème de tous les Français et c'est aussi pour ça qu'on attend que le président de la République s'exprime sur le sujet, qu'on a attendu en tout cas, et qu'il y ait des mesures aussi, notamment judiciaires, qui soient prises, parce qu'il y a une vraie vague qui est énorme sur ce sujet et qu'on a l'impression d'être submergé, que même la justice est submergée. Merci en tout cas Jean-David Ishaï, président du collectif Tous 7 octobre, à la veille donc de ce retour à la maison, on l'espère évidemment, pour une vingtaine d'otages en Israël. Merci à vous. Merci. 20h30 sur Europe 1.